elles sont fous. Il fait exprès. Il me manque de respect. Elle ne m'écoute jamais. On dit ce genre de phrase assez facilement, et moi la première. Mais le truc, c'est qu'au moment où on les dit, on est souvent persuadé de décrire ce qui vient de se passer. Alors qu'en réalité, aucune de ces phrases ne décrit un fait. Elle raconte l'histoire qu'on s'est faite à partir d'un fait. Et cette petite différence peut parfois complètement changer une conversation ou une relation. Toi aussi t'es parent et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! Je vais commencer par vous donner un exemple tout simple. Vous demandez à votre enfant de ranger ses affaires. Vous lui demandez une première fois. Rien. Une deuxième fois. Toujours rien. Puis une troisième fois. Et là, ça commence à monter. Mais c'est pas possible, il ne m'écoute jamais. Et peut-être même, non mais il fait exprès. Mais maintenant, si on s'arrête 2 secondes et qu'on regarde concrètement ce qui s'est passé. Il s'est passé, je lui ai demandé 3 fois de ranger ses affaires et elles sont toujours par terre. Ça, c'est le fait, on est d'accord. Il ne m'écoute jamais. Alors déjà, c'est pas tout à fait vrai, parce que jamais, c'est certainement exagéré. Et il le fait exprès, là, j'ai carrément décidé de son intention à sa place. Alors, peut-être qu'il a fait exprès. Peut-être qu'il m'a entendu et qu'il avait simplement pas envie de ranger. Mais peut-être aussi qu'il était absorbé par quelque chose, qu'il a oublié 2 secondes après, ou alors qu'il n'a même pas entendu ma première demande. Tant que j'ai pas vérifié, j'en sais rien. Et pourtant, mon émotion, elle peut déjà être partie au quart de tour, comme si mon interprétation était une certitude. C'est là que je trouve que ça devient vraiment intéressant. Parce que le problème, ce n'est pas qu'on interprète, on le fait tous. Notre cerveau passe son temps à essayer de donner du sens à ce qu'il voit. Par exemple, quand tu as quelqu'un qui soupire, ou alors la personne avec qui tu parles regarde son téléphone, ou notre enfant lève les yeux au ciel quand on lui parle. Notre conjoint rentre du travail et parle à peine. Il y a ce qui s'est passé. Et quasiment instantanément, il y a ce que ça veut dire pour moi, donc mon interprétation. Et des fois, les deux se mélangent tellement vite qu'on ne voit même plus la différence. Et des fois, on ne se contente pas toujours d'interpréter ce que l'autre vient de faire, mais on finit par transformer un comportement en caractéristique de la personne. Par exemple, mon enfant oublie régulièrement ses affaires. Ah, il est tête en l'air. Il reste un peu en retrait quand il y a beaucoup de monde. Il est timide. Mon conjoint ne pense pas à certaines choses qui sont importantes pour moi. Il n'est pas attentionné. Vous voyez ce qui vient de se passer? Au départ, il y avait un comportement dans une situation précise. Et quelques secondes plus tard, j'en ai fait une définition de la personne. Il est timide, il est tête en l'air, il ne m'écoute jamais, il ne m'aide jamais. Et ça, mine de rien, ça change beaucoup de choses. Parce qu'une fois que cette étiquette est installée pour cette personne, notre cerveau va assez naturellement remarquer tout ce qui vient la confirmer. Si on reprend le même exemple, donc moi je suis persuadée que mon enfant était en l'air. La fois où il oublie sa gourde, son pull ou son cahier, ça va immédiatement me sauter aux yeux. Mais les 10 fois où il a pensé à tout prendre, ça, probablement beaucoup moins. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On a tendance à repérer plus facilement les informations qui vont dans le sens de ce qu'on croit déjà. Je trouve que c'est intéressant parce que ça montre jusqu'où peut aller une simple interprétation. On part de « il n'a pas voulu dire bonjour en arrivant » et on peut doucement arriver à « ah, de toute façon, il est timide ». À partir de là, on ne voit plus vraiment un enfant qui aujourd'hui reste en retrait, on voit notre enfant timide. Alors qu'aujourd'hui, peut-être qu'il avait simplement besoin de quelques minutes pour se sentir à l'aise. Ou encore avec notre conjoint. Cette semaine, il a oublié 2 choses que je lui avais demandé de faire. Et doucement, ça devient « de toute façon, je ne peux jamais compter sur lui ». Et à partir de là, chaque nouvel oubli vient confirmer cette idée. Alors qu'on est passé de 2 oublis concrets à une conclusion beaucoup plus large sur la personne, et même sur la relation d'ailleurs. À force de confondre ce que quelqu'un fait avec ce qu'il est, on finit des fois par ne plus vraiment regarder la personne qui est devant nous. Mais évidemment, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Parce que si je considère mon enfant comme le débrouillard de la famille, par exemple, je peux aussi passer à côté des moments où il aurait besoin de mon aide ou plus de soutien. Si mon conjoint est celui qui gère toujours bien le stress à la maison, je peux pas voir qu'aujourd'hui, justement, il est complètement dépassé. C'est peut-être ça le plus important. Un comportement nous donne une information sur un moment. Il ne nous raconte pas forcément toute la personne. Et du coup, c'est là que les conflits peuvent commencer. Si je prends un exemple dans le couple,
Je raconte le programme de la journée du lendemain à mon conjoint et pendant que je lui parle, il regarde son téléphone. Le fait, c'est quoi? Il a regardé son téléphone pendant que je parlais. Maintenant, regardez tout ce qu'on peut construire à partir de ça. Ce que je raconte ne l'intéresse pas. Il ne s'implique pas dans la vie familiale. Son téléphone est plus important, ou plus important que moi. De toute façon, il m'écoute jamais. Et si je crois à cette histoire, je ne vais certainement pas lui dire « J'ai vu que tu regardais ton téléphone pendant que je te parlais. J'avais l'impression que tu étais ailleurs. Est-ce que tu as entendu ce que je t'ai expliqué concernant la journée de demain ?» Mais je vais peut-être plutôt balancer « Oh bon, ben laisse tomber, de toute façon, t'en as rien à foutre. » Et lui, ben là, il peut tomber des nues, parce que peut-être qu'il attendait un message important. Ou peut-être qu'il était juste ailleurs parce qu'il était préoccupé par quelque chose. Ou peut-être qu'effectivement, il ne m'écoutait pas. Mais ça, c'est justement ce qui reste à découvrir. Et c'est là qu'une interprétation non vérifiée peut devenir assez folle. Elle peut provoquer chez l'autre exactement le comportement qu'on craignait. Parce que si je crois qu'il s'en fout, qu'il n'est pas impliqué, etc., bah, je vais peut-être devenir un peu plus froide ou pas très agréable. Et s'il ressent que je suis froide, lui va probablement se fermer. Et là, moi, je peux me dire, je savais qu'il s'en foutait. Alors qu'entre le premier regard sur son téléphone et le conflit qui suit, on a peut-être construit une bonne partie du scénario nous-mêmes parce qu'on n'avait pas toutes les informations de sa part. En CNV, en communication non violente, on parle d'apprendre à distinguer l'observation de l'évaluation. J'aime bien utiliser une question toute simple pour faire la distinction avec mes enfants. Si une caméra avait filmé la scène, qu'est-ce qu'on aurait pu voir? C'est vrai, une caméra, elle peut filmer ou enregistrer. Il a fermé la porte très fort, mais elle ne peut pas enregistrer. Il a claqué la porte pour m'énerver. Une caméra peut enregistrer, elle ne répond pas à mon message depuis 3 heures. Elle ne peut pas enregistrer. Ah, de toute façon, elle m'ignore. Une caméra peut enregistrer. Mon enfant est parti dans sa chambre au milieu de la discussion. Mais elle ne peut pas enregistrer. Ah, il est parti parce que de toute façon, il ne me respecte pas. Alors peut-être que oui. Mais peut-être aussi qu'il était submergé et qu'il avait besoin de s'isoler ou qu'il savait simplement plus quoi répondre. Et selon l'histoire que je choisis de croire, je ne vais pas du tout aller le retrouver de la même manière. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout excuser, ça c'est important. Séparer le fait de l'interprétation ne veut pas dire devenir naïf. Ça ne veut pas dire « Ah bon, tu m'as parlé comme de la M, aucun problème, c'est sûrement moi qui interprète. » Non, évidemment, un comportement peut être déplacé. Une limite peut être dépassée. Un enfant peut volontairement désobéir. Un conjoint peut réellement ne pas écouter ou nous manquer de respect. L'idée, c'est simplement de ne pas transformer une hypothèse en vérité avant de l'avoir vérifiée. Parce que sinon, on ne parle plus à la personne qui est devant nous, on parle à la version de cette personne qu'on vient de fabriquer dans notre tête. Et forcément, on ne va pas lui parler de la même manière. Alors concrètement, comment faire? Alors évidemment, en plein conflit, personne ne va sortir un carnet en disant « Attends, je vais analyser mes biais cognitifs ». Mais on peut prendre l'habitude de se poser 3 petites questions rapides. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pas ce que ça signifie pour moi, mais vraiment ce qui s'est passé. Ensuite, est-ce que je sais pourquoi il a fait ça ou est-ce que je suis en train de le supposer? Il l'a fait pour me provoquer, par exemple. Ce n'est pas un fait, c'est l'interprétation que j'en fais. Et enfin, est-ce que je l'ai vérifié? Il suffit juste de poser la question. Quand tu as fait ça, moi j'ai compris comme ça. Est-ce que c'était ton intention? Ou avec un enfant, je t'ai demandé 3 fois de ranger tes affaires et elles sont toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la différence avec « tu ne m'écoutes jamais ». Dans la première phrase que j'ai dit dans l'exemple, il reste de la place pour une réponse et pour une entrée en communication. Dans la deuxième, le « tu m'écoutes jamais », j'ai déjà rendu mon verdict. Donc oui, la conversation va sans doute aussi commencer, mais probablement pas sur le même ton. Donc finalement, je crois que ce qui m'intéresse le plus dans tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas d'essayer de ne plus interpréter parce qu'on le fera toujours. C'est plutôt de garder quelque part dans un coin de sa tête que ce que je crois avoir compris d'une situation n'est pas forcément ce qui s'est réellement passé. Il y a ce que j'ai vu, il y a ce que j'ai ressenti. Et entre les deux, il y a tout ce que mon cerveau a construit. Parfois, mon interprétation sera parfaitement juste, mais parfois aussi, derrière un silence ou un oubli, un regard ou une réaction qui m'a agacée, il y avait peut-être une réalité que j'avais tout simplement pas imaginée. Et je trouve que laisser cette possibilité ouverte, ça change déjà beaucoup de choses dans une relation. Parce qu'on ne cherche plus forcément à avoir raison sur ce qu'on a compris. On laisse un peu de place à la réalité de l'autre. Alors, je vais simplement vous laisser avec cette petite réflexion. Et si, dans certaines situations, il y avait une autre histoire possible que celle qu'on s'est racontée en premier? Pas forcément plus juste, pas forcément plus agréable, juste une autre possibilité. Et peut-être que des fois, ça vaut vraiment la peine de laisser un peu de place pour la découvrir.
Je vous laisse là-dessus pour cette semaine. J'espère que cette chronique t'aura donné envie de regarder certaines petites situations du quotidien avec un peu plus de curiosité. Et d'ici là, prends bien soin de toi, prends bien soin de tes relations et on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique des parents en mode emploi. Bye bye!